dévier les boulets de canon tirés à son encontre, le fort adoptera la forme d'une ellipse de 5 niveaux, ouverte sur une cour intérieure. Conçu comme un navire de guerre, le fort Boyard doit pouvoir fonctionner en parfaite autonomie. Au sous-sol, des soutes permettent de stocker le charbon, les munitions et les vivres, et une énorme citerne retient jusqu'à 325 000 litres d'eau potable. Au rez-de-chaussée, des bureaux, une cuisine, une prison, des magasins d'artillerie et 12 canons seront installés. Les premiers et deuxième étages seront dédiés au logement d'une garnison qui comptera jusqu'à 260 hommes en temps de guerre. Enfin, au sommet du fort, une terrasse est conçue comme une véritable plateforme d'artillerie. 18 canons de 36 mm y seront installés sur des rails de pivotement. Point culminant de l'édifice, une tour de vigie construite à 29 mètres de hauteur permettra de surveiller le large sur près de 19 km de distance. Et cette tour de vigie, elle est curieusement, elle n'est pas implantée vers le large, comme on pourrait s'imaginer, vers le nord, elle est au contraire vers les terres. En fait, le fait d'être vers les terres ne l'empêche pas de regarder à l'horizon si un ennemi arrive. En revanche, ça lui permet de surveiller ce qui se passe dans la cour. Et c'est probablement sa fonction première d'ailleurs, parce qu'on imagine que 260 hommes en garnison dans le fort, faut probablement jeter un coup d'œil là-dessus. Donc en fait, la vigie, elle surveille les hommes autant que les ennemis. Si l'architecture du fort se veut résolument austère et militaire, les maçons et les tailleurs de pierre y réaliseront néanmoins quelques prouesses. Tout l'art de l'assemblage, hérité des bâtisseurs de châteaux forts et de cathédrales. C'est particulièrement vrai dans les cages d'escalier, parce que les escaliers, ça tourne, donc c'est compliqué techniquement, et c'est là où on voit leur maîtrise. C'est aussi vrai dans la cour, au-dessus des ouvertures, il y a des arcs de décharge qui ne sont pas simplement traités techniquement, mais où il y a une taille de pierre. C'est jamais totalement rectangulaire, c'est extrêmement précis, parce qu'il fallait que les joints soient le plus serrés, le plus proche possible. C'est pas le mortier qui va faire tenir les pierres, elles sont pratiquement assemblées l'une à l'autre, quoi. Le 6 février 1866, Fort Boyard est officiellement achevé. Au total, 8,6 millions de francs auront été dépensés pour sa construction, 28 millions d'euros. Le résultat est vertigineux. 68 mètres de long, 31 mètres de large et 29 mètres de haut par endroit. Ancrés sur une solide assise en granit, les murs épais de plus de 2 mètres sont percés de 74 embrasures à canon. Le fort dispose de 3 niveaux de tir et grâce à sa forme elliptique, il peut faire feu sur 360 degrés. Mais aussi fou que cela puisse paraître, Fort Boyard, à peine achevé, est déjà obsolète. Construit pour protéger le pertuis d'Antioche, hors de portée des canons de l'île d'Aix et d'Oléron, il a perdu toute utilité en raison des innovations technologiques que connaît l'armement. L'artillerie, à la fin des années 1850, a fait d'énormes progrès. On a mis au point, plus exactement, des canons rayés, qui permettent donc d'envoyer des projectiles à plus de 3 km avec un grand degré de précision. Et donc, les conditions qui, finalement, étaient nécessaires à la construction du Fort Boyard ne sont plus réunies, puisqu'on a désormais une artillerie qui permet très largement de croiser les feux des canons installés sur l'île d'Aix et sur l'île d'Oléron. Dès les années 1850, on sait que l'artillerie rayée va fonctionner, et pourtant on continue et on va au bout. D'abord parce qu'on a mis beaucoup d'argent dedans et que c'est toujours difficile de reculer, mais probablement aussi parce que le fort est chargé de porter l'image de la compétence des ingénieurs de marine. C'est le génie national qui s'exprime à travers sa maîtrise technique. Et c'est ça qui va finalement être plus important avec Boyard. Boyard, c'est dès le départ une affaire d'image autant qu'une affaire de fortification militaire. À la même époque, le chantier de la digue de Cherbourg se termine lui aussi. Napoléon III parachève l'œuvre de son oncle Bonaparte, bien déterminé à faire de cet ouvrage un véritable rempart face à l'ennemi, mais surtout face aux terribles tempêtes qui menacent les navires stationnant dans la rade. Les ingénieurs maritimes vont alors consolider la structure existante avec des riz-bermes, des talus maçonnés côté mer. Cette maçonnerie autour permet finalement de protéger ces blocs de béton. L'obsession est de bloquer finalement cette houle et ces éléments. C'est pour ça qu'on a commencé à travailler sur un certain nombre de riz-bermes en avant de la digue, d'une part en béton, mais protégés par des enrochements pour casser la houle. Ce qui est impressionnant, c'est les volumes de pierres qui ont été amenés, parce qu'on est quand même sur une digue de
presque 4 km, avec un talus qui fait 100 mètres de large. Donc c'est incommensurable, en fin de compte, les tonnes de pierres qui ont pu être mises, et tout ça à bras d'homme. Tout comme la digue, le fort qui se dresse en son centre est lui aussi achevé. De forme elliptique, avec une vaste cour intérieure, il s'élève sur 3 niveaux de feu, dont 2 sont à l'abri des bombes grâce à un système de casemates. Chaque salle de tir, étroite, est protégée par un épais volume de pierres et de mortier, soutenu par des voûtes. À l'abri, les soldats couvrent ainsi tous les angles de tir possibles. En son sommet, un chemin de ronde crénelé couvre le fort et permet d'installer de l'artillerie supplémentaire en direction du large. Pour finir, côté mer, une vaste enveloppe à ciel ouvert constitue un premier rempart qui protège le réduit central. Conçu comme un navire de guerre immobile, le modèle architectural du fort central rappelle étrangement celui du fort Boyard. Le faussaire de Fort Boyard qu'on peut retrouver, c'est vraiment la patrie centrale, c'est le réduit. C'est à peu près ça. On n'est pas dans les mêmes dimensions quand même par rapport au fort de Boyard, mais on va avoir un système d'enceinte extérieure, donc ce qui explique le positionnement des ponts-levis à l'intérieur pour pouvoir accéder. C'est-à-dire qu'on est sur un château fort quasiment en pleine mer, ce qui fait l'exploit en fin de compte. 2 autres fortifications sont construites aux extrémités de la digue centrale, le fort de l'Est et le fort de l'Ouest. Enfin, 2 nouvelles digues, plus petites celles-ci, viendront compléter le dispositif défensif en réduisant la largeur des passes en face de Querqueville à l'ouest et de l'île Pelée à l'est. En totalité, une fois achevée, la grande digue du large s'étend sur près de 7 km, fermant efficacement l'accès au port. En 1858, Napoléon se rend à Cherbourg pour l'inaugurer. Mais ironie de l'histoire, cet ensemble défensif, censé protéger la flotte française de l'ennemi anglais, est inauguré en présence de la reine Victoria. Ce sont les débuts de l'entente cordiale entre les 2 puissances. Et une volonté vraiment de Napoléon III d'impressionner le monde avec cette construction magnifique qui fait de Cherbourg la rade la plus grande du monde. À l'image de Fort Boyard, la grande digue de Cherbourg ne remplira donc jamais réellement son rôle défensif. Alors, on pourrait dire effectivement que sur le plan stratégique, les 2 chantiers, lorsqu'ils se terminent, ils sont inutiles. Je dirais que sur le plan tout simplement utilitaire, la digue de Cherbourg, elle conserve quand même un intérêt puisqu'elle ferme la rade, notamment aux grandes houles d'hiver, et elle va permettre d'avoir finalement à Cherbourg un mouillage relativement sûr. Finalement, la digue de Cherbourg a dû faire face plus difficilement aux assauts de la mer qu'aux assauts des armées adverses. On a eu des énormes tempêtes, par exemple en 1978, où vous avez 650 mètres de parapet qui sont tombés. S'il n'y avait pas eu, l'eau serait rentrée dans Cherbourg. Donc la digue a plus combattu les éléments naturels et s'est plus comportée comme un rempart, une fortification vis-à-vis du port que sa vocation purement militaire. Et puis, il y a quand même cette image de forteresse qui encercle ce bras. C'est vraiment un témoignage du travail de nos ancêtres. Je ne suis même pas sûr qu'actuellement on sera en mesure de faire la même chose. Aujourd'hui encore, Cherbourg reste l'un des 4 grands ports militaires de métropole et possède la 2e plus grande rade artificielle du monde. Au-delà de leur prestige, les forteresses maritimes françaises et les exploits techniques et technologiques qu'elles ont nécessités lors de leur construction ont profondément marqué leurs contemporains. On doit les forteresses maritimes au fait qu'on avait des meilleurs ennemis qui s'appelaient les Anglais et qui avaient mis en œuvre une conception géostratégique qui faisait que pour eux, leur véritable frontière, c'était la côte de l'ennemi. Et donc, puisque la côte de l'ennemi était leur véritable frontière, eh bien, on n'avait pas d'autre choix, nous autres, les Français, que de fortifier cette frontière. La deuxième leçon qu'on peut tirer de la construction de ces forteresses maritimes et littorales, c'est qu'elles ont effectivement encouragé les ingénieurs à mettre en œuvre des solutions innovantes. Et ces solutions innovantes, qui ont été mises en œuvre bien souvent par des ingénieurs qui étaient des ingénieurs militaires, eh bien, elles ont profité en grande partie à l'ingénierie civile et notamment au développement des grands ports de commerce et de pêche français. Et donc, quelque part, le progrès du commerce, de la pêche française est redevable à l'ensemble de ces grands chantiers des forteresses littorales. Les forteresses maritimes sont les derniers vestiges d'une époque révolue. Elles témoignent des connaissances et du savoir-faire des architectes militaires des XVIIIe et XIXe siècles. Sur les pas du Grand Vauban, ces constructeurs ont défié le temps et les éléments,
et léguer à l'humanité des édifices somptueux, capables de résister aux caprices des océans.